Constitution, les dispositions de la Constitution à celle de la Convention pour voir est-ce qu'il y a un rapport. Au niveau du droit international, au niveau des droits de l'homme, le droit de fiction, ça nous renvoie à rien. Mais la seule différence que je vais vous faire, c'est que la déclaration n'est pas contraignante, même si c'est un instrument fondamental. Ça n'implique pas des sanctions. Oui, si vous allez sur Freetown, eh bien, l'instrument même qui a donné naissance aux droits de l'homme sur le plan international, c'est la déclaration, mais pourquoi la déclaration n'est pas mise contraignante? Non, la déclaration n'est pas contraignante de la mesure où ça nous renvoie à une position juridique, philosophique, théorique, sociologique et autres sur la question. Ça permet aux États de voir la conception de la dignité humaine qui va être développée dans la préservation des droits de l'homme. Donc, que ce soit à l'échelle nationale, il y a des sanctions, que ce soit à l'échelle régionale, il y a des sanctions, que ce soit à l'échelle universelle, ou du moins à caractère universel, il y a des sanctions de ce fait. C'est un droit. Je ne sais pas si vous êtes ça ici. Sanction relativement à l'effectivité des droits de droit, c'est la coercition, c'est l'effectivité de l'homme. Et dans le cas des droits de l'homme, il y a beaucoup de cas. Et sur l'effectivité des principes de la. Parce que vous pouvez vous donner la protection humaine. Est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme comme étant des droits spécifiquement? Parce que l'État ici n'a pas pratiquement toutes ses obligations comme État. Ouais, mais écoute, ça, tu ouvres une autre perspective, ce n'est pas la question. C'est la même question. Non, tu ouvres une autre perspective. Vous avez parlé, est-ce que les droits de l'homme sont véritablement des droits? Mais maintenant, écoute, et l'aspect coercitif, c'est. Non, je vais venir. Vous avez mis l'accent sur les droits de l'homme. Est-ce que réellement c'est un droit? Avec des arguments détaillés, je vous ai montré que, peu importe à l'échelle nationale, régionale et internationale, c'est un droit dans la mesure où ça implique des responsabilités et des sanctions. Responsabilité de la part de l'État de préserver ses droits, à savoir l'obligation de mise en œuvre, l'obligation de protéger, l'obligation de respecter. Que l'État essaie de pas mesure de faire. Écoute, je parle. L'effectivité des droits de l'homme, ça nous renvoie automatiquement aux sanctions. Il faut que les droits de l'homme soient effectifs. Il faut que les sanctions soient effectives. D'accord. Si je prends par exemple avec vous deux arrêts où la Cour interaméricaine des droits de l'homme avait condamné une famille, c'était la famille, et l'arrêt portant sur Yvonne Neptune. La Cour, en ce qui concerne l'arrêt portant sur Yvonne Neptune, a décelé environ près de 11 violations des droits de l'homme. À travers cet arrêt, étant donné que l'État n'a pas mis en évidence le principe de l'obligation positive, le principe du mal national, le principe portant sur les garanties judiciaires, eh bien, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné l'État. Eh bien, la Cour a bien détaillé sa motivation sur une condamnation allant jusqu'à 900 000 $ américains. Ça a été donné. Donc, c'est l'effectivité. Mais maintenant, par rapport à votre préoccupation, vous parlez en ce qui concerne les faiblesses, les difficultés de mise en œuvre, c'est comme ça, mais ce n'est pas la question principale. Oui, je suis d'accord qu'à travers la crise politique, à travers peut-être les dysfonctionnements des institutions, c'est sûr qu'il y a violation des droits de l'homme, c'est sûr qu'il y a ne disponible pas à votre position. Oui, tout le monde a constaté ça, les tribunaux sont fermés, les cours et autres un peu partout dans les différentes régions du pays. Mais est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas d'effectivité des droits de l'homme? Non, mais l'effectivité des droits de l'homme, ça se retrouve automatiquement dans les sanctions, dans les mécanismes de mise en œuvre pour faire respecter ces sanctions. Donc, si la Cour a condamné l'État haïtien, c'est sûr qu'on est dans un aspect de l'effectivité des droits de l'homme. Voilà. C'est ça l'effectivité. Donc je pense que Jérôme a quelques mots à juste un commentaire. Voilà. Je vois le côté très provocateur dans notre sens. C'est bien, ça permet de susciter le débat. Est-ce qu'on peut nier l'effectivité ou l'existence d'une règle à raison, disons, des violations répétées de cette règle? Je vais partir sur un autre terrain qu'on connaît tous, le code de la route. Est-ce qu'on peut considérer que le code de la route n'existe pas parce que
Les gens violent en permanence et c'est l'une des règles les plus violentes. Pouvons-nous considérer que le code de la route n'existe pas parce que les gens, que ce soit les conducteurs, les usagers, violent en permanence le code de la route? Faites comme ça. Non, mais dans ce même exemple aussi, on sait que la coercition est là. C'est l'aspect coercitif que je recherche dans l'effectivité des droits de l'homme, et là, dans le code de la route. Parce que si tu fais ça une fois, tu as la chance, l'autre fois, on va te réprimer. C'est la vertu d'une règle. Oui, mais je crois qu'il a dit clairement. La règle de droit. Très longtemps, puisque quand on dit droit de l'homme, c'est très vague. Dans les droits de l'homme, il y a plusieurs catégories. La liberté d'expression. Il y a la consécration internationale et puis il y a l'intégration au niveau national. La liberté d'expression est bien encadrée à moitié. Et l'encadrement prévu par la Constitution, mais aussi il y a les lois qui prévoient justement les encadrements manquements, qu'est-ce qui est prévu, le code pénal notamment. Est-ce que cette prévision, ça c'est d'un point de vue consécration, et deux, il y a des mécanismes justement qui assurent aussi le respect en cas de manquement. D'un point de vue structurel ou normatif, tout est déjà prévu. D'un point de vue mécanisme, les institutions sont là. Alors, la défaillance ou le dysfonctionnement des institutions pour garantir le respect ou le manquement de cette violation, peut-on considérer à partir de là que la règle n'existe pas? Non, mais la règle existe. Alors, il y a des exemples. Bon, moi je donne l'exemple de la liberté d'expression. C'est un exemple. C'est une liberté, c'est un droit de l'homme, la liberté d'expression. Au quotidien, il y a des personnes, par exemple, en raison de leur prise de position, qui sont harcelées. Il y a des réseaux sociaux. Ou il y a des personnes, en raison de leur prise de position, voient cette liberté restreinte. Après, de l'autre côté, il y a une partie, justement, de la mise en œuvre, de la garantie de cette règle qui incombe à l'État. Mais il y a aussi les rapports interindividuels. Supposons que vous êtes harcelé sur les réseaux sociaux par un autre individu. Il aurait bien, avant tout, d'aller porter plainte auprès d'un mécanisme approprié. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait ou si vous l'avez fait, l'État n'a pas pris sa responsabilité. Là, on est à un autre niveau. L'État aussi a manqué à son obligation, parce que l'État a l'obligation justement de vous protéger, c'est-à-dire de protéger l'exercice de ce droit par vous. Un, consacrer déjà ses droits, c'est que l'État a fait. Deux, garantir le respect de ces droits en cas de manquement, et c'est d'où l'existence des mécanismes tels que les cours et tribunaux. Est-ce que ces institutions existent? Donc, voyez-vous. Alors, la question que l'on peut poser, le recours en cas de manquement ou de violation de cette règle, si vous portez plainte et se trouve, supposons, là, c'est là on va poser maintenant la question de l'accès à ces institutions. Vous l'avez porté plainte, au bas de la vie. Aujourd'hui, on comprend tous la situation. Est-ce que le fait pour vous n'est pas être en mesure d'aller porter plainte auprès d'un tribunal au parquet de Port-au-Prince, par exemple, est-ce qu'à partir de là, on peut considérer que ces droits n'existent pas? Les mécanismes sont là, les règles sont là. Le problème serait beaucoup plus tôt dans la garantie du respect de ces droits. Mais la règle en soi, elle existe. Et les mécanismes sont prévus pour ça. Donc, nier l'existence de la règle, c'est là que je parle du côté provocateur. Oui, merci. Donc, je vois que cette question suscite des débats intéressants sur la question. Mais normalement, dès qu'il y a la loi, dès qu'il y a responsabilité, dès qu'il y a des sanctions, dès qu'il y a cadre normatif, on peut toujours parler de l'existence du droit. Donc, en ce qui concerne la deuxième question qui nous ramène sur un terrain plus ou moins sociologique, du taux de participation des citoyens aux élections, donc pourquoi il y a une forme de réduction, pourquoi les citoyens ne participent pas. Donc, sincèrement, je n'ai pas encore élaboré des recherches, du moins lire certains commentaires sur ça, mais je peux vous dire que le désintéressement des citoyens aux élections en Haïti aujourd'hui, plusieurs hypothèses pour confirmer cette situation. Et puis, si je prends une période assez récente, de 86 à nos jours, eh bien, si vous regardez les résultats des gouvernements, c'est sûr que ça ne rentre pas dans l'intérêt de la population. Si ça ne rentre pas dans l'intérêt de la population, pourquoi aller voter?
Normalement, on parle plus vote. Par exemple, les acteurs qui sont dans le processus, c'est ceux qui persuadent la population, eh bien, il faut aller voter. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de ces acteurs ou du moins dans l'intérêt de la population? Ça peut toujours amener des désintéressements par rapport aux différentes violences, ou du moins crimes perpétrés lors des processus électoraux. Donc ça peut toujours, il y a plusieurs facteurs sociologiques, anthropologiques, et même, je dirais, peut-être pas économiques, parce que je n'ai pas vu des déclarations dégagées sur cet aspect, mais au niveau sociologique, au niveau politique, c'est sûr, le désintéressement c'est là, c'est-à-dire les gouvernements n'ont rien apporté à la population de satisfaction. Deuxièmement, quand il y a des élections, il n'y a pas véritablement une forme de protection. Il parlait tout à l'heure des droits fondamentaux qui peuvent être lors du processus. Donc, si la personne en question dit bon, voilà, je vais voter à Pétionville, ben, je suis à Capoufeuille, voilà, à Pétionville, j'ai environ presque 70% de chance de ne pas retourner chez moi. Mais pourquoi aller voter? Donc, ce sont des calculs qui ne basent pas sur peut-être un truc bien spécifique, mais normalement sur le contexte, sur la réalité. D'où l'importance de l'approche sociologique dans le taux réduit de participation des citoyens au niveau des élections. Donc ça dépend du contexte du pays, ça dépend de l'insatisfaction de la population, du groupe en question, ça dépend de l'insécurité, c'est-à-dire quel est le cadre sécuritaire mis en place par l'État pour favoriser le processus. Donc ça dépend de l'ensemble des facteurs. Et ça dépend aussi du milieu, c'est-à-dire l'environnement. Par exemple, si tu habites à Pétionville, eh bien, on vous donne l'accès à voter à Village des Dieux. Même si vous avez un bon candidat, même si c'est votre choix, est-ce que vous allez partir à Village des Dieux pour aller voter? Ça, c'est un contexte. Donc, le contexte sociologique varie beaucoup dans le taux de participation. Après, il n'y a pas d'autres questions? De la violation des droits humains. Donc, on sait, en parlant de loi de l'homme, on sait qu'il y a d'autres branches du droit qui aident dans la question de l'effectivité de la l'homme. Donc, à la fois pour la sanction des dommages et intérêts et d'autres peines prévues lors d'une violation de l'homme. Mais maintenant, dans ce catalogue, comment les instances de justice peuvent aborder cette question? Et quelqu'un qui se trouve je sais pas, en train de faire ce que vous avez dit, c'est la zonification. Mais si je mets la question sur l'intérêt de la je pourrais parler de quelques personnes. Mais on sait tous, il ne s'agit pas de cas qui peut arriver au tribunal. Donc comment les instances, ou bien comment on peut réfléchir, je ne sais pas, sur une sanction face à un cas précis. Même dans cette question d'élection, donc des candidats peuvent recourir à certaines pratiques pour soit empêcher l'autre, mais on constate de fait qu'il y a une violation de loi, même puisque les retombées vont être physiques ou même verbales, des menaces, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que je vais essayer de tenter le droit, parce que la pratique est là, maintenant on est à l'ère de comprendre le droit pénal, de comprendre les autres branches du droit en rapport avec le vaudou. Et si on voit même là où ça nous amène, des bandits, des criminels qui sont protégés par cette institution-là et qui empêchent à l'État, si je dans cette parenthèse, de répondre à l'obligation. Oui. Oui, merci la médiatrice pour la question. Et je vois que vous avez déplacé la question sur un angle purement anthropologique et biologique. Est-ce que oui, est-ce que je traite cette question? Je vais essayer quand même de répondre.
l'ethnologie, qui est une discipline qui, en quelque sorte, l'histoire, la culture des peuples, s'intéresse beaucoup à beaucoup de phénomènes. Tels que la pratique sociale, l'éducation et autres. Mais en ce qui concerne la question de zombification, il y a toujours un lien dans les différentes problématiques qui ont été traitées sur cette question. Je crois à l'Université d'État, il y a le professeur Stéphane Laurent Dillon qui a travaillé sur la zombification. C'est un ami. J'ai toujours des désaccords avec lui sur cette thématique, dans la mesure où parfois on plane dans un terrain où on est dans l'incertitude dans l'absolu, sans pour autant connecté à la réalité. Le problème, c'est que en Haïti, on a souvent tendance à considérer cette science, ou encore accorder cette science, soit avec les parties de l'Ouest, les pratiques de l'Ouest, ou du moins à la question de la religion de la personne. Parce que, quand j'étais à la faculté d'écologie, on a dit souvent que M. Nonougan, du moins, c'est un type qui peut-être un mal fait tête, sans ça ici. Mais arrivé à l'université, il fait l'anthropologie, l'ethnologie, je dis, mais c'est le contraire. L'ethnologie, l'anthropologie, ça peut aller au niveau de la politique, ça peut aller au niveau de l'organisation, ça peut aller au niveau de l'éducation, ça peut aller au niveau même d'autres réflexions et d'ethnologie. Ultime, il faut préserver. D'où le personnalisme de Mounier va asseoir en quelque sorte certains droits fondamentaux, même si l'objectif était beaucoup plus philosophique. Et vous allez voir un peu plus tard, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, eh bien, on va opérationnaliser toutes ces réflexions pour aboutir à un socle des droits de l'homme, d'où le premier processus de l'internationalisation des droits de l'homme avec René Cassin et d'autres tenants dans ce domaine. Donc c'est aussi important pour vous dire que le processus d'internationalisation des droits de l'homme a été marqué par 3 événements majeurs. Dans un premier temps, il faut considérer le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on avait eu une Première Guerre mondiale, le comité a été monté, à savoir la Société des Nations, pour éviter les guerres, pour éviter les conflits entre les États. Parce que, dans le contexte du droit international public, les États sont souverains. Donc, quand on est dans le droit international, eh bien, on laisse une partie de sa souveraineté. Du coup, la Société des Nations a échoué. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'Organisation des Nations Unies, qui va beaucoup plus peser sur la question. Mais puisqu'il existe déjà des conflits entre les États, eh bien, comment il faut éviter ces conflits? Comment il faut trouver un consensus sur le plan politique, moral et juridique de la question? Donc, les droits de l'homme, eh bien, on va mettre les éléments sur la table pour dire que l'Organisation des Nations Unies, à travers ses objectifs de la sécurité et de la paix entre les États, précisément au niveau international, ça va créer un socle pour les droits fondamentaux. Tout, c'est la première étape. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, après la création de l'ONU, il ne faut pas oublier aussi la ratification et l'adoption des traités relatifs aux droits de l'homme qui vont beaucoup marquer cette question. Donc, ces traités vont avoir une portée soit internationale, ou du moins universelle. Donc, cela va influencer les États à rentrer dans cette dynamique. Même si déjà en France, il y avait déjà un processus en 1789, c'est-à-dire août 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais avec Cassin, ça traverse les frontières. Ça ne reste pas seulement à l'échelle européenne, du moins en France. Mais quand on parle de droits de l'homme, ça n'exclut pas toutes les catégories sociales, ça n'exclut pas les États, ça n'exclut pas les citoyens. Donc, les droits de l'homme restent humains. Mais arrivé dans la période moderne, d'autres problématiques vont être développées sur la question, à savoir la question de la modalité, l'emploi, la question de coopération sociale. Est-ce que les droits fondamentaux ne constituent pas un outil nécessaire pour favoriser toutes ces questions?
Donc, de nos jours, il y a des articles que j'ai lus, j'ai remarqué qu'il y a des nouvelles problématiques en ce qui concerne les droits fondamentaux. On ne reste pas seulement dans les 3 générations des droits de l'homme, mais on regarde l'influence des droits fondamentaux dans la Palestine, l'importance des droits fondamentaux dans la mise en place d'une société démocratique et de la justice sociale. D'où c'est l'objectif aujourd'hui où l'IATH accorde aux médias, aux journalistes et aux honorables magistrats l'opportunité de débattre cette question, de voir comment les droits de l'homme sont considérés comme un élément pour accoucher une société démocratique, pour accoucher une société basée sur la justice sociale et la paix. Donc, après la Déclaration des droits de l'homme, nous avons les 2 pactes. Il y a le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc ces 2 pactes ont été adoptés le 16 décembre 1966, mais entrés en vigueur en 1976. Donc, en ce qui concerne Haïti, donc le Parlement haïtien, à travers l'Assemblée nationale, ont voté très tard ces 2 pactes. Je crois le premier c'était en 2009 et l'autre c'était le 31 janvier 2012. Donc vous voyez, depuis 1966, et c'est jusqu'à nos jours, c'est-à-dire en 2009 et en 2012, qu'on a penché sur cette question pour faire de cette loi une loi nationale. Ce sur la base de l'article 276-2 de la Constitution haïtienne. Donc c'est juste pour vous dire que les droits de l'homme ont été vraiment piétinés, surtout dans les périodes de la dictature, surtout dans certains gouvernements où la dignité humaine était passée au second plan. Mais après 1789, on a estimé, on a renversé la situation, donc on devrait tenir compte des droits de l'homme, de quels que soient les aspects de la société. Maintenant, pour les catégories des droits de l'homme, il existe 3 grandes catégories. Il y a une première catégorie des droits de l'homme, donc le contexte d'adoption de cette catégorie a été marqué par les philosophes des Lumières, qui mettent en évidence les libertés contre la monarchie royale à l'époque. Donc, avec Rousseau, Montesquieu, Diderot et même les illuminés du XVIIIe siècle, eh bien, il y a peut-être un revirement de la situation pour dire que on ne peut pas rester sur le logique de la monarchie, mais il faut quand même tenir compte des libertés individuelles. D'où le contexte de création de la première génération des droits de l'homme. Donc cette génération met beaucoup plus l'accent sur les droits civils et politiques. Tout de suite après, il va y avoir la deuxième catégorie, la deuxième génération des droits de l'homme. Mais cette génération a été marquée beaucoup plus par la révolution industrielle. La révolution industrielle, la moitié du 19e siècle, a joué un tournant décisif dans la société. Par exemple, certains chercheurs, comme Paul Béroche dans le tiers-monde dans l'espace, ils soulignent l'impact de l'industrialisation sur le sous-développement et même sur la violation de certains droits. Par exemple, le droit à l'emploi, le droit au travail et d'autres droits. Donc, avec la révolution industrielle, qui a causé beaucoup de dégâts dans la société, eh bien, les citoyens commencent à revendiquer certains. Tout, les législateurs ont réuni pour mettre en évidence une deuxième génération des droits de l'homme qui met l'accent sur les droits sociaux, les droits économiques, sociaux et culturels. Donc ça n'arrête pas là, il y a toujours des revendications parce que les droits de l'homme ne sont pas un droit ce n'est pas un droit qui est resté figé, mais c'est un droit qui est en parfaite évolution. C'est pourquoi dans les cours, à travers les arrêts, on dit souvent que la Cour européenne, ou du moins c'est la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est un cours en parfaite évolution, c'est juste pour montrer comment que les droits de l'homme ne sont pas stables. Ça évolue en fonction de la situation, ça évolue en fonction du contexte. Donc avec des nouvelles perspectives, avec la mondialisation, du moins des enjeux qui existaient à l'époque dans certaines sociétés, on a dû recourir à une troisième génération des droits de l'homme. Donc cette génération met l'accent sur le droit à la solidarité, la coopération. Mais c'est sûr, pour favoriser une alternative de développement sur le plan socio-économique, politique et juridique.
même si toutefois, d'autres contemporains estiment qu'il est nécessaire d'envisager une quatrième génération des droits de l'homme, mais pour certains tenants, ils nous disent que cette quatrième génération est déjà inclue dans la deuxième et la troisième génération, donc pas la peine de formuler une quatrième génération des droits de l'homme. Donc ce sont des paradigmes de réflexion qui ont reflété la situation. Donc après la catégorie de génération des droits de l'homme, maintenant il faut parler aussi des obligations de l'État envers la préservation des droits de l'homme. L'État a l'obligation de protéger les droits de l'homme. Si l'État a l'obligation de protéger les droits de l'homme, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des alternatives. Des alternatives en ce qui concerne l'adoption de certains textes de loi axés sur la protection des droits de l'homme. Il y a aussi l'obligation de mise en œuvre. S'il y a l'obligation de mise en œuvre, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un système cohérent pour recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l'homme qui doivent être utiles, adéquats et efficaces pour faire avancer la situation. Donc l'État a des obligations. L'État doit protéger les citoyens. L'État doit protéger les citoyens non seulement à travers les lois, mais aussi à travers les mécanismes de mise en place. Si nous tenons compte de la situation actuelle du pays, ou encore du contexte dans lequel nous vivons, on peut poser cette question, est-ce que réellement l'État a rempli cette obligation, à savoir l'obligation de mettre en œuvre des mécanismes pour assurer la protection des droits de l'homme? Est-ce que réellement l'État protège les individus? Donc ça, c'est une grande question qui peut hanter notre vigilance sur la question des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le forum élection et droits de l'homme. Donc, c'est une thématique très importante. Mais n'oublie pas, même s'il y a là peut-être des contentements sur la création de ces droits, à savoir des tenants comme René Cassin et autres, mais il y a aussi des critiques des droits de l'homme. Parce que les auteurs refusent d'aborder les critiques des droits de l'homme. On ne peut pas oublier peut-être une personne comme Edmond Durkheim qui a beaucoup critiqué les droits de l'homme, mais tout en restant dans une perspective française, à savoir, il ne prend pas en compte la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il plonge ses critiques dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, juste pour montrer comment la Révolution française a été inefficace pour préserver certains droits fondamentaux. En dehors de Durkheim, il faut aussi mettre l'accent sur l'école utilitariste avec Jérémy Bentham, qui a posé la condition, mais quelle est réellement l'utilité des droits de l'homme? Est-ce que les droits de l'homme permettent aux citoyens non seulement de s'épanouir sur le plan économique et social, mais aussi de comprendre un peu la réalité sociopolitique du pays? Donc c'est un paysage qu'il essaie de dessiner sur les droits de l'homme, mais toutes ces critiques ont été convergées dans un seul endroit, ou du moins sur un seul territoire, à savoir la société française à l'époque, en ce qui a trait le mode de fonctionnement. Si vous savez bien, les philosophes français, eh bien, ils ont pris comme exemple l'Angleterre à l'époque, surtout après la révolution industrielle, pour essayer d'argumenter certaines positions politiques et idéologiques sur la question. Et enfin, il y a Michel Villet aussi qui a critiqué les droits de l'homme. Villet, qui est beaucoup plus un philosophe du droit, il a mis lui-même l'accent sur la stabilité des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je suis en désaccord avec cette idée parce que les droits de l'homme ne sont pas statiques. Donc ça bouge, comme disait Daniel Lopez. Ça bouge, c'est en fonction du contexte, c'est en fonction de la réalité. On va dégager des alternatives de réflexion et apporter des arguments pour comprendre comment il faut mettre des balises, comment il faut protéger certains droits fondamentaux. Donc du coup, ça évolue. Eh bien, puisque les droits de l'homme est un paramètre important dans les élections, maintenant il faut aborder les élections. Parce que c'est le sujet principal aujourd'hui, le pont entre les élections et les droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'une élection? Plusieurs philosophes, plusieurs